Sujet du jour, se réunir sans s'endormir. Alors je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Voilà. J'étais jeune professionnel, je venais d'arriver dans une belle équipe de développement. Il y avait une dizaine de personnes, 25 ans en moyenne d'âge, on était dans les années 2000. Et c'était la folie, on avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, c'était trop génial. Mais on ne savait pas trop ce que faisaient les autres dans l'équipe. Puis parfois on faisait la même chose, et puis parfois on faisait quelque chose que l'autre avait déjà fait avant. Bref, on appelait ça des problèmes de communication. Alors c'était remonté auprès du chef de service, et le chef de service avait pris la mesure qui s'impose, il avait organisé une réunion de service. Et on s'est retrouvé un après-midi. Comme c'était un peu ambiance start-up, parce que le moyenne d'âge était de 25 ans, on s'est pas mis autour d'une table ovale dans une salle de réunion. On est resté dans notre bureau, on s'est assis un peu sur les tables et les chaises. Et on s'est retrouvé un après-midi après le repas. Et le chef de service a donné... Merci Mathieu, t'as compris. Et le chef de service a fait un tour de pas table, puisqu'il n'y avait pas de table. Il a fait un tour et il a demandé à toutes les personnes de décrire par le menu ce sur quoi ils étaient en train de travailler, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils allaient faire. La réunion, 2 heures, 3 heures. Quel suicide. Vous sortez de là, vous avez un niveau d'énergie qui est proche de zéro. Ça, c'est après le repas. Voilà, votre après-midi elle est foutue. Vous avez une seule vraie envie, c'est de se suicider, quoi. Il n'y a vraiment pas l'envie de bosser, quoi. Et certainement pas l'envie de bosser ensemble. Je pense que j'ai pas été le seul à ressentir ça, parce que ça a été la première et la dernière réunion de service. Plus jamais de réunion de service. C'était logique, hein. Elle était tellement chiante qu'on n'en a pas eu d'autres. Et bien, figurez-vous que les problèmes de communication ne se sont pas améliorés par la suite. Ils ont persisté. Salut. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Je continue avec 2 autres anecdotes, parce que celle qui m'a donné envie de faire cette présentation, il y a quelques semaines, je suis rentré dans le bureau d'un collègue, je lui ai dit, bah écoute, voilà, il y a un sujet, je t'invite à une réunion. Il m'a dit, ah non, pas de réunion. J'en ai marre, c'est trop long, je suis toujours sollicité pour des réunions, et j'ai du boulot. Et là, il y a quelqu'un dans le bureau qui m'a dit, ah non, mais tu peux aller faire la réunion avec Fred, tu verras... c'est rapide et efficace. Je suis sorti de là, j'avais les chevilles, mais comme ça. Ah, j'étais super fier de moi, j'étais trop content, mes réunions étaient bien organisées, oh super. Bon, et la semaine suivante, bis repetita, la même. Un autre bureau, j'invite la personne, elle me dit qu'il n'y a pas le temps, et il y a quelqu'un dans le bureau qui dit non mais tu peux y aller. Et là, c'est plus une réaction émotionnelle, c'est qu'intellectuellement je me suis dit, peut-être qu'il y a une manière dans l'organisation des réunions, peut-être que c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et c'était conforté par un fait qui était que quand je reviens des réunions organisées par les autres services, j'ai toujours envie de me suicider. Toujours. Quoi, je râle, hein. Donc je rentre, je me dis putain, fais chier, j'ai encore perdu mon temps, on n'a rien à se dire, on n'a rien décidé, c'est pas important. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis très inspiré par tout ce qui est lié à l'agilité. Je ne suis pas encore prêt de prononcer le mot, donc j'en profite. Et il y a un document qui s'appelle le Manifeste Agile, que vous pouvez trouver sur Internet, Agile Manifesto. Et il n'y a rien, ce qui concerne directement l'organisation des réunions. Mais on nous dit des choses très très intéressantes. On nous dit les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Quand je vois interaction entre individus, je pense réunion. On nous dit surtout le dialogue en face à face est la meilleure façon de communiquer de l'information à une équipe de développement à l'intérieur de celle-ci. Alors si vous pensez dialogue face à face, normalement ça évoque la réunion. Mais pas que. J'ai eu l'occasion de présenter le binômage, c'est du dialogue en face à face. Discuter autour de la machine à café, c'est du dialogue en face à face. Un entretien avec une personne, c'est du dialogue en face à face. Voilà. Donc le manifeste agile nous dit un peu qu'il faut commencer à se réunir. Mais le manifeste agile nous dit aussi la simplicité, c'est-à-dire l'art de supprimer le travail inutile est essentiel. Et pour tous ceux qui penseraient que les réunions sont inutiles, je pense que ça nous interroge sur l'utilité des réunions. Et puis on nous dit aussi qu'à intervalles réguliers,
on doit remettre en cause la manière dont on travaille, et donc on nous invite à remettre en cause l'organisation des réunions. Voilà pour un topo. Maintenant, je vais vous présenter quelques solutions pour dynamiser un peu les réunions. Il y a une méthode qui a travaillé sur le sujet, une méthode agile qui s'appelle Scrum. Est-ce que les gens savent ce que veut dire Scrum? Mathieu ne sait pas. Voilà. Donc Scrum, à l'origine, c'est la mêlée de rugby. Voilà. Et l'idée de Scrum, c'est que l'équipe se réunisse tous les matins, telle une mêlée de rugby. On met tous les gens ensemble. Voilà. Donc Scrum définit plusieurs réunions. Il y a 4 réunions dans Scrum, je ne reviendrai pas dessus. Celle du matin est particulièrement novatrice parce que c'est une réunion qui est courte, c'est une réunion qui dure 15 minutes et c'est une réunion qui est quotidienne. Et ça tranche avec la réunion où il y a 15 personnes pendant 2 heures. Voilà. Je précise qu'elle est courte parce qu'elle est quotidienne et qu'elle est quotidienne parce qu'elle est courte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas faire une réunion quotidienne de 2 heures. Autrement, on ne fait que ça. Mais on ne peut pas faire une réunion de 15 minutes tous les 6 mois. Voilà. Et le gros avantage de faire une réunion courte quotidienne, c'est que si tout n'est pas dit, eh ben on peut le dire le lendemain. Vous me suivez jusque-là? Je ne vous ai pas endormi? Non, ça va. Bon, on continue avec les bonnes pratiques de l'agilité sur l'organisation des réunions. Il y a normalement l'idée dans l'agilité qu'on part d'une organisation qui n'est pas agile, très traditionnelle, 15 personnes, une salle de réunion, après le repas on s'endort, et on veut aller vers des choses plus efficaces, plus simples, plus légères. Donc parmi les bonnes pratiques, il y en a un certain nombre qui sont radicales. La première étant la stand-up meeting, c'est-à-dire la réunion faite debout, pas de chaise. Alors vous allez me dire, ça change quoi? Eh bien, ça change qu'au bout d'un quart d'heure, les gens commencent à fatiguer au niveau des jambes et on ne peut pas s'endormir quand on est debout, parce que nous ne sommes pas des chevaux. Et du coup, les gens quittent la réunion. C'est le but. Donc ça permet de faire des réunions courtes. Il y a aussi ce qu'on appelle tout ce qui est time boxé. C'est tout simplement, vous prenez une minuterie de cuisine, vous dites la réunion va durer 15 minutes, vous lancez la minuterie de cuisine, au bout de 15 minutes, fin de la réunion. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est violent. Voilà. Très efficace. Mais très efficace. Ah bah tout d'un coup, le contenu des réunions change. Hein. C'est évident. Nous, on l'avait vu à l'Agile Tour de Rouen. Ils avaient donné, je ne sais plus, 5 ou 10 minutes à des sponsors. Il y en a, ils ont cru que c'était 5 à 10 minutes. Voilà, comme on dit, quoi. Ouais, ça va me prendre 10 minutes, quoi. Et en fait, les agilistes là-bas avaient time boxé. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, le sponsor, ils ont commencé à l'applaudir, ils l'ont mis dehors. Voilà, 10 minutes, c'était 10 minutes. Donc tu avais 10 minutes pour préparer ta présentation, tu n'avais pas une demi-heure. Voilà, et puis d'autres techniques encore préconisées par l'agilité, notamment la boîte à meux. On avait vu ça, très intéressant. Vous savez, c'est la boîte qui fait mouh, comme ça. Vous la mettez au milieu de la table de réunion, et quand la réunion commence à partir hors du sujet de la réunion, vous prenez la boîte à meux, on n'est plus sur l'objet de la réunion. 3 méthodes, 3 outils pratiques pour rendre les réunions concises et efficaces. Vous voyez quand même l'inconvénient de ces 3 méthodes-là, c'est que si vous les appliquez à une équipe en expliquant le principe, ça marche bien. Si vous le faites en clientèle, le client qui arrive, vous sortez la minuterie, vous dites on a 15 minutes, ça marche moins bien. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire de l'agilité, pour avoir des réunions courtes et efficaces, en essayant de rester à peu près sociable? C'est le but. Ouais Mathieu, ouais, non, je suis extrémiste, mais je communique encore avec les autres personnes, tu sais. Bon, alors la première règle, et celle-ci il faut vraiment expliquer, c'est que les réunions commencent à l'heure. Alors ça, je sais que quand on dit ça, on est taxé automatiquement d'autoritarisme, de militarisme, voire d'atteinte aux droits de l'homme du salarié d'arriver en retard, hein, parce que c'est un droit fondamental d'arriver en retard aux réunions. Fasciste. Ouais, commencer les réunions à l'heure. Mais quelle drôle d'idée. On s'en contrefou que la réunion commence à l'heure ou pas.
Le problème, c'est que quand on commence la réunion en retard, et qu'on se croit à un repas de famille, et qu'on attend le dernier arrivé parce qu'on est poli, on est en train de dire au dernier « Tu as raison d'être en retard ». Et le mec qui est arrivé à l'heure, il avait tort d'être à l'heure. On est en train de créer l'habitude du retard. Et la succession des habitudes, ça devient une culture. Donc c'est une véritable culture. C'est tellement vrai que les gens savent, suivant les entreprises et les équipes, quel retard ils peuvent se permettre. C'est une fausse liberté. Ils savent qu'ils peuvent avoir 15 minutes en retard, mais pas une demi-heure en retard. Parce que là, ils vont s'entendre dire. Donc ils arrivent systématiquement 15 minutes en retard. C'est très très bizarre. Pourquoi c'est important ? Parce que vous verrez, je vais vous dire, on fait des réunions qui durent 15 minutes ou 12 minutes. Voilà, on change d'univers. Donc nous, on commence les réunions, on termine les réunions, et dans l'organisation traditionnelle, ils les ont toujours pas commencé, ils sont encore dans leur retard de réunion. Ah oui, quand on pousse les devoirs, il y a un moment, ça commence à changer les choses. Donc les réunions commencent à l'heure. Alors, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême de on attend le dernier pour commencer, et il y a l'extrême de on engueule les retardataires. Je ne recommande ni une voie ni l'autre. Moi, je recommande une voie très simple. La réunion est fixée à 14h. À 14h, la réunion commence. Normalement, les retardataires se font discrets. Vous faites ça pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, les gens arrivent à l'heure aux réunions. C'est génial. Bon, on a 1 heure de début. Oh, c'est bien, on va pouvoir commencer à faire court. Reste la problématique de l'heure de la fin. Alors moi, j'ai reçu une invitation pour une réunion récemment. J'avais 1 demi-heure dans mon agenda. J'ai fait « Yes ! Réunion efficace !» J'arrive dans la salle principale de réunion, 15 personnes autour de la table ovale. J'ai fait « Ah !» Et oui, le 30 minutes, c'est le créneau par défaut dans réservation d'outils des réunions. Donc la personne a mis 1 heure de début, mais elle n'a pas mis d'heure de fin. Ça, c'est bien. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout de l'ordre du jour avec toutes les digressions imaginables. C'est génial. Je pose cette question, comment est-ce qu'on fait pour organiser une journée si on ne sait pas quand est-ce que les réunions se terminent? Et est-ce que c'est pas une incitation à l'inutile? Donc, heure de début, heure de fin. On est d'accord jusque-là. L'heure de fin, c'est un maximum. J'ai aussi vu on a pris 1 heure de réunion, au bout de 3/4 d'heure, on n'a plus rien à se dire, mais la réunion a été fixée pour 1 heure, donc on continue à blablater. Non, si au bout de 3/4 d'heure, vous avez terminé, on arrête au bout de 3/4 d'heure. Accessoirement, on peut se dire, c'est bien, on a terminé plus tôt. Et puis, il y a un autre extrême que j'ai connu récemment. C'est des personnes qui étaient en train de fixer des réunions à heure régulière et qui ont eu ce raisonnement en disant « c'est une réunion importante, on aura beaucoup de choses à se dire, donc il faut qu'elle dure longtemps, au moins 2 heures. » Parce que c'est bien connu, quand vous avez discuté pendant 2 heures autour d'un sujet, si vous rajoutez une demi-heure, vous aurez plein de nouvelles idées, ça va être super productif la dernière demi-heure. C'est une évidence. Donc les réunions, heure de début, heure de fin, on essaye de faire court. Toujours dans l'idée de faire simple et court, limiter le nombre de personnes. Vraiment pour moi, c'est une recommandation. On peut passer des réunions de 15 personnes à des réunions de 4 personnes. C'est pas la même structure de réunion quand vous avez 4 personnes ou 15. Premièrement, tout le monde a la parole, les choses sont vraiment dites. Quand il y a 15 personnes, on ne dit rien, on ne dit rien d'important. On fait de la politique. Je ne peux pas dire ça parce que ça va vexer un tel. Je ne peux pas dire ça parce qu'il y a un tel. Je ne peux pas lui dire la vérité parce que son chef après va le blâmer. On ne dit rien. C'est du politiquement correct à 15 personnes. Et il n'y a pas d'échange. Et le but de la réunion, au-delà d'échanger des informations, c'est en sortant de la réunion, c'est d'avoir envie de travailler ensemble. Et quand on est à 4 et qu'on est allé à un consensus et que les gens se disent « ouais, on va faire ça, ça et ça », on sort de la réunion avec de la motivation. C'est très très important. Donc on arrive à organiser des réunions de 4 personnes pendant 20 minutes. Ça devient une règle. Ça devient une culture, une habitude. Je termine juste sur l'organisation des réunions très courtes. Et puis après, je vous fais une petite présentation à côté. Pour ce qui est des comptes rendus et des ordres du jour, même chose, simplicité maximale. Si possible, n'en faites pas. Je sais que c'est très paradoxal. Alors, j'ai un jour une jeune étudiante de qualité qui est arrivée dans le service et elle m'a dit « ouais, t'as pas fait de compte rendu à la dernière réunion ?» Je lui ai fait « bah non, j'en fais pas. »
Elle me dit, mais il faut en faire. Bah non, j'en fais pas. Ah bah c'est pas bien. Bah peut-être, mais j'en fais pas. Ah bah tes projets, ils doivent échouer. Écoute, il y a 60 sites internet, ils sont en ligne, tu peux aller les voir, ils existent. Ah non, si tu fais pas le compte de réunion, ça peut pas marcher. Bon. Donc de préférence, n'en faites pas. Si vous avez 4 personnes 20 minutes, si les gens sont d'accord, le compte rendu culpabilisateur, responsabilisateur de à la fin on va trouver le coupable, eh ben faut éviter de le faire. On travaille sur la confiance avec les gens. C'est facile quand on est 4 et que voilà, on change vraiment d'état d'esprit. Parfois on est obligé de les faire les comptes rendus. Alors si on est obligé de les faire les comptes rendus, je vous conseille de les faire en live, c'est-à-dire que vous prenez un grand écran et au fur et à mesure vous ajoutez juste les mots-clés et puis fin de la réunion on envoie et tout le monde a les mots-clés. C'est très utile si on se voit qu'une fois tous les mois et qu'il ne faut pas oublier une notion. Voilà. Et puis autrement, ça peut aboutir à la création d'un backlog. Donc nous on s'est organisé de telle sorte que quand on fait des démonstrations à nos clients qui nous mêlent de nouvelles fonctionnalités, il y a une personne qui saisit directement, c'est ordonnancé, ce qui fait qu'à l'issue de la réunion, il n'y a aucun compte rendu à faire, il est fait en live, en direct, à l'instant T. Il y a un truc sur le compte rendu, c'est que tu parlais de culpabilisateur, désigner machin, c'est que d'abord il faut désigner la personne qui fait le compte rendu. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas en faire. Il ne faut pas désigner de personne, il ne faut pas en faire. Il faut juste avoir envie de travailler ensemble et de partager l'envie de travailler ensemble et de se convenir ensemble de ce qu'on va faire. Donc pour moi, il faut rester le plus simple possible. Voilà. Donc ne pas faire de compte rendu et si on doit en faire, surtout pas a posteriori. C'est pas un truc qui doit partir le lendemain. Voilà. Alors après, 2-3 combines pour vous extraire des réunions super longues et super chiantes auxquelles vous êtes invités. Parce que quand vous les organisez, c'est plutôt simple. Vous invitez 4 personnes, vous mettez 20 minutes, c'est simple. Maintenant, vous êtes invité à une réunion. Comment faire pour ne pas perdre votre temps? Alors ça, c'est très très pragmatique. Moi, je commence par compter le nombre de personnes invitées à la réunion. Donc c'est simple. Pour moi, jusqu'à 6, j'y vais. Au-delà de 6, ça sent la grosse usine à gaz. Donc je commence à lire l'ordre du jour. Je regarde où je dois intervenir, sur quel point. D'accord ? Et s'il y a un point, j'appelle l'organisateur de la réunion, je dirais voilà, je passerai en début de réunion pour travailler sur le point, après je pars. Au début, c'est pareil, on a l'impression que c'est violent. En fait, les gens l'acceptent plutôt bien. Et même la semaine dernière, j'ai lu tout l'ordre du jour, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui me concernait. Donc j'ai appelé la personne, je dis bah, je n'aimerais pas la réunion, il dit ah oui, bah, tu étais là la précédente, donc je t'ai réinvité. Une sorte de. Voilà, tu n'es pas concerné, mais c'est déjà l'instauration d'une tradition inutile. Donc bah voilà, donc vous dites eh ben non, bah j'irai pas. Voilà. Donc ça c'est les petites combines pour s'extraire des réunions. C'est quelque chose que je fais depuis très récemment, parce que quand j'ai constaté le contraste entre nos réunions de 4 personnes pendant 20 minutes et puis ça. Je vous invite à faire le calcul, 15 personnes pendant 2 heures, 4 personnes pendant 20 minutes. Le ratio de ressources utilisées. Je vais pas vous laisser faire le calcul, en fait c'est 22. C'est-à-dire que vous faites 22 réunions de 4 personnes pendant 20 minutes, vous consommez autant de ressources qu'une réunion de 15 personnes pendant 2 heures. 22, c'est le nombre de semaines qu'il y a dans un semestre. Donc vous pouvez faire une réunion hebdomadaire de 4 personnes pendant 20 minutes, pendant 6 mois, plutôt que de faire une réunion de 15 personnes pendant 2 heures. D'accord ? Je vous laisse deviner laquelle de ces formes-là est la plus productive. Sachant qu'il y a quelque chose qu'on n'évoque jamais, mais entre 2 réunions, si vous faites une réunion hebdomadaire, il y a ce qu'on appelle la maturation. C'est-à-dire que vous avez le temps de réfléchir. La réunion, c'est un temps d'échange, mais c'est pas forcément là où la décision est prise, où il y a peut-être des recherches à faire, comme quelqu'un qui fait du sport. Voilà, on a l'impression qu'il se muscle quand il fait du sport. Les personnes qui font de la musculation, il détruit ses muscles pendant sa séance de musculation, et c'est pendant son repos que les muscles se reconstruisent. Et bien la réunion, c'est à peu près la même chose. Pendant le repos, on va commencer à réfléchir. On se dit, ah oui, tiens, elle a demandé ça, et bien je vais sur un blog, je trouve des idées. Donc ce temps-là est très important entre 2 réunions. Bon, point, je vous ai expliqué pourquoi on fait des réunions courtes, comment on fait des réunions courtes. Point 2, je vous ai expliqué comment on arrive à s'extraire des réunions longues et chiantes. Et 3 points, je vous ai expliqué comment on fait des réunions longues avec beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas chiantes. Voilà. Parce que c'est que nous, on a opté pour ces réunions très courtes,
mais on en fait parfois des réunions qui vont durer 1 heure ou 2 heures. Et dans le domaine de l'agilité, où les réunions ont été mises en cause, il y a des gens qui ont une approche qui est totalement différente. Ils disent, ok, on réunit 10 personnes pendant 2 heures. Simplement, la réunion, on ne va pas partir sur un ordre du jour avec un compte-rendu. On va faire un storyboard de cette réunion, on va séquencer cette réunion, et il y aura différentes étapes dans cette réunion, il y aura une sorte d'atelier. C'est-à-dire, par exemple, il y a 5 minutes, si on fait un brainstorming, 5 minutes d'introduction, 15 minutes où les gens vont commencer à noter leurs idées sur des post-it, 1 demi-heure où les gens vont partager les idées sur les post-it et vont amender, 1 heure après, voilà. Donc en fait, ça c'est prévu en amont. C'est-à-dire que les 2 heures de réunion, c'est pas 2 heures autour d'une table, c'est différents ateliers qui vont aboutir au résultat. Ça marche sur les brainstorming, ça marche sur les rétrospectives, ça marche sur beaucoup de réunions potentiellement importantes. Mais là, c'est-à-dire que la réunion est vraiment préparée, séquencée. Souvent, on se pose la problématique de l'objet de la réunion au tout début, et on essaye d'avoir au final une représentation visuelle, qui n'est pas un compte-rendu écrit. Donc, attention, je vais vous présenter la slide de la soirée. C'est vraiment parce que Julien m'a dit je veux être en photo, je veux être en photo. Bon voilà, là c'est une réunion. Si vous avez l'habitude des réunions traditionnelles, vous vous apercevez déjà que les gens sont debout, qu'on est en train d'écrire des post-it, que les personnes sont en arc de cercle. Je vous réexplique le contexte, on part 4 jours en séminaire tous les ans, d'accord, pour faire de la veille, et au début du séminaire, on se dit tout simplement qu'est-ce qu'on va faire durant ce séminaire, sur quoi on va travailler. Il y a une phase d'introduction, on rappelle l'objectif du séminaire, il y a une phase où chacun marque ses idées, les sujets de veille sur lesquels il veut travailler. Ensuite, il y a une phase où on va coller les post-it, ils sont amendés, etc. Puis ils sont classés, puis ils sont ordonnancés. Donc c'est différentes phases dans la réunion. Ça donne des réunions beaucoup plus intéressantes, et la motivation à l'issue de ces réunions, quoi, là, vous sortez de ce genre de réunion, on passe à l'action immédiatement, quoi. C'est cash. Et il y a un résultat qui n'est pas un... Voilà, c'est pas un compte-rendu, c'est ça le résultat. Et le résultat, on l'a gardé pendant 4 jours devant les yeux. C'était l'aboutissement d'un travail collectif. Donc ce genre de réunion est plus intéressante. Voilà. Et puis juste pour vous faire saliver un peu, voilà, on avait de bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est important. On peut aller toujours dans l'idée des innovation games, des agile games pour animer des réunions, vers des choses qui peuvent paraître encore plus bizarres, mais qui sont très efficaces. Une fois par mois, on fait une rétrospective. Le but, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler. Donc là, c'est pareil, c'est une réunion qui va durer 1 heure ou 2 heures. Et bien, à la base de notre dernière réunion, ça a été un jeu de cartes qui s'appelle Dixit. Voilà, je ne peux pas trop vous montrer les cartes. C'est des images comme ça. C'est plutôt dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine onirique. Et on s'est basé sur ce jeu de cartes pour faire ressortir les points d'amélioration, les craintes des personnes, toujours en organisant un petit atelier. Là, en l'occurrence, on a tous choisi 3 cartes, les gens les ont posées, et les autres de l'équipe ont essayé de deviner quel était le problème. Bon, vous avez ça en salle de réunion, vous passez pour un branquignol. On a l'habitude. C'est vrai, quand on va chez toi, on joue au Lego, donc on a l'habitude. Mais en fait, concrètement, dans les faits, il y a des choses qui sont ressorties au cours de cette réunion avec ce jeu de cartes qui est très intéressante d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on brise l'idée que la seule manière de se réunir c'est de faire des ordres du jour et de faire des comptes rendus et de s'ennuyer, eh bien on arrive à faire des choses très intéressantes. Alors je ne vous ai pas prévu de conclusion, donc je vous dirais simplement que les réunions longues, chiantes, improductives, qui donnent aucune énergie, c'est pas une fatalité. Qu'on peut faire des réunions très courtes à condition qu'on ait 1 heure de début, 1 heure de fin, peu de personnes, une thématique resserrée, et que du coup on peut faire des réunions récurrentes, qu'il est possible de s'extraire des réunions vraiment trop longues qui nous prennent du temps, et qu'on peut
vraiment travailler sur cette thématique et créer des ateliers avec des post-it, avec des cartes à jouer pour faire ressortir des problèmes, pour faire émerger des idées, pour essayer de résoudre des difficultés. Oui, et je vais prendre les questions. Oui, une petite question. Tu parlais en fait des comptes rendus de réunion Oui. Voilà, tu as choisi de ne pas les faire, Mmh. c'est bien. Maintenant, il y a l'idée inverse, en fait, qui est quand on a une réunion d'avancement, que l'intégralité des gens qui participent à la réunion d'avancement font en fait un rapport d'avancement écrit qu'ils envoient par mail, admettons, au chairman de la réunion. Et derrière, en réunion, on détaille le rapport d'avancement. Alors, est-ce que tu préconises de ne pas faire de rapport d'avancement également et simplement d'évoquer les choses pendant la réunion? Ça dépend de la nature du projet. C'est-à-dire que sur des réunions qui sont hebdomadaires avec peu de personnes, je recommande de ne pas faire de compte-rendu. Voilà. Réunion courte, peu de personnes, très régulière. Pas de compte-rendu de réunion. Pas de compte-rendu de réunion, pas d'ordre du jour. Oui. Voilà. Sur le contexte. Ça, c'est un contexte particulier. Un groupe de travail, 4 personnes qui travaillent sur un sujet chaud, qui se voient toutes les semaines. Les gens savent où on en était, tu as travaillé sur ça, tu as fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Oui, Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, quand on fait des démonstrations, en l'occurrence, nous on est dans le domaine du logiciel, quand on fait une démonstration d'un logiciel et que le client va nous demander des avancées, voilà, des nouvelles fonctionnalités, je conseille d'en prendre note, mais en l'occurrence, nous, on l'insère directement dans notre outil de gestion de tâches. C'est-à-dire que le compte-rendu, c'est pas un compte-rendu écrit sous la forme traditionnelle comme on peut le voir, c'est tout simplement des points d'action qui sont directement insérés dans notre outil de gestion de tâches. Donc on scrape cette partie. Ça c'est encore le compte-rendu. Non, je parle en amont de la réunion, que les gens qui participent à la réunion fassent quelque part une sorte de préparation, c'est-à-dire fassent un rapport d'avancement personnel. Donc chacun en fait un, l'envoie à la personne qui organise la réunion, et le rapport d'avancement de chacun est évoqué pendant la réunion. Ça me semble extrêmement lourd. Voilà, c'est l'inverse. Ça me semble encore plus... Ouais, mais on fait 15 minutes verbalement. Voilà. Donc nous, on fait ça tous les matins, ça prend 15 minutes et c'est fait à l'oral. En l'oral. fait, dans le cadre d'une réunion d'avancement, il y a deux choix. C'est soit, en fait, chacun fait sa part, l'envoie, et le gars qui fait la réunion, il fait l'agrégation de tout ce qui lui a été envoyé. Quelque part, ça ne lui prend pas énormément de temps. Voilà. Si, en point d'avancement aussi. Voilà, un point d'avancement. Et l'autre possibilité L'autre possibilité, c'est tout le monde va en réunion, la fleur au fusil, chacun raconte ce qu'il a fait, et c'est au responsable de tout agréger, de tout noter à la main. Alors, moi je dis que chacun va à la fleur au fusil parce qu'on s'est réunis la semaine précédente. Donc tout est frais en mémoire, donc c'est des actions qui sont en cours. Et du coup, il n'y a personne qui centralise. Chacun a la responsabilité de ses tâches et a envie de les faire aboutir. D'accord, donc on continue sur la confiance parce qu'en fait il y a un côté un petit peu tracking assez violent d'avoir cette trace écrite qu'on réalise. Alors, soi-même. Nous on le fait dans un cadre très particulier. Alors on le fait sur des projets pas agiles. On a actuellement un projet pas agile avec quelqu'un en face qui fait de la politique, qui va chercher la faute. Donc on bascule d'un mode de confiance à un mode de défiance. Donc on fait du compte-rendu. Donc en fait on génère du travail inutile parce qu'il n'y a pas de confiance. Donc on accroît les coûts. Voilà. Et puis il y a le cas très particulier des réunions, on va dire une réunion mensuelle, nous alors, en avant-projet. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer quelque chose, c'est pas chaud, c'est juste un peu en réflexion, en veille, on se dit on ferait peut-être ça, peut-être ça. Alors ce genre de choses, effectivement, mais le compte-rendu, c'est pas un compte-rendu rédigé, c'est 10 mots-clés, quoi. On va faire un site internet, bon, faut qu'on évoque la charte graphique, faut qu'on évoque le référencement, faut qu'on évoque tel aspect technique, faut qu'on évoque des aspects réglementaires. Bon, ça va être réglementaire, charte graphique, référencement, et c'est juste pour penser à l'évoquer à la prochaine réunion. Donc en fait, pour être le plus agile possible, quelque part, il faut que dans l'équipe, il y ait un certain degré de confiance. Oui. Oui, c'est important. Oui, avec le client aussi. Avec le client aussi, oui. Et derrière, qu'on entretienne une certaine tradition orale et que chacun dise ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. En fait. Ouais, c'est à peu près ça. C'est un peu le cas idéal, mais... Ouais, c'est à peu près ça. C'est la confiance, c'est énormément de communication orale. À partir du moment où il y a de la confiance, la communication orale en fait permet l'échange et l'interaction, donc qui est beaucoup plus efficace en termes de bande passante.
que voilà, si l'échange qu'on vient d'avoir là, on devait se le faire par mail, ça prendrait quelques jours, voire quelques semaines, avant d'arriver à cet accord qui serait un désaccord, du coup, parce qu'on l'aurait fait par mail. Oui. J'avais une question. Oui. Même Dieu, tiens. Ah, bah, la première, oui. C'était sur l'ordre du jour. Oui. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu rédiges? Est-ce que tu rédiges pas Là encore, ça dépend. Si on est sur de la réunion hebdomadaire, un sujet chaud, on sait sur quoi on travaille, on a encore en mémoire ce qu'on a dit la semaine précédente et ce qu'on va se dire. Donc il n'y a pas forcément d'ordre du jour. Maintenant, s'il y a, c'est ce que je disais, des réunions plus lointaines dans le temps, c'est juste des mots-clés. Et surtout pas, alors le contre-exemple, c'est la personne qui vous envoie une invitation en réunion avec un mail qui est rédigé, et on voit qu'elle y a passé 3 heures, quoi. On voit qu'il y a passé 3 heures, ce qui en introduction de réunion prend 2 minutes à expliquer, quoi. Donc voilà, quoi. Donc limiter le formalisme. Oui. Deuxième question, tu parlais de 4 personnes, alors Oui. tu citais 4 ou 6 max. Oui. Ce chiffre-là, en fonction des projets, on l'évalue comment? Alors là, pour moi, c'est très 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 empirique. C'est très empirique. C'est-à-dire que je n'ai aucune règle dans le domaine. Moi, je constate qu'au-delà de 6, ça commence à faire de la politique. Ça ne parle plus du fond. C'est je place mes pions, je me protège, je sors le parachute, voilà, la ceinture, c'est pas moi qui vais être coupable, mais c'est toi, mais tu m'avais dit que... Voilà. Quand on est à 4, en plus, moi je recommande de ne pas aller dans une salle de réunion, je recommande d'aller dans un bureau, d'avoir les coudes qui se touchent et éventuellement de pouvoir toucher l'autre. À une distance très proche. Voilà, on casse aussi ça. Et du coup, ça change le rapport, quoi. Ouais, moins de 2,50 m, ouais, il faut que les gens soient un peu tassés, quoi. Les gens, ils peuvent plus s'engueuler, quoi. Ils sont ensemble, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc voilà, donc je recommande vraiment. Et nous, sortie de rétrospective récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti la grande table de réunion, on en a mis une toute petite, où il n'y a même pas la place pour écrire. Voilà. Et ça, c'était pour vraiment rapprocher les gens. Voilà. Jamais en face du mec à l'écrit qui va te failliter. C'est super. Oui, oui, des règles. À côté. Des règles de base, quand on se retrouve contraint à faire des réunions dans des grandes salles de réunion, on évite d'avoir un service. Alors maintenant, comme Julien Mathieu, c'est une évidence, mais on évite de se mettre tous du même côté de la table de réunion. Première chose qu'on fait, c'est qu'on s'éparpille partout, pour que quand les autres arrivent en retard, et ben en fait, ils ne s'assoient pas un camp contre l'autre. Mais très très important. Et sur cette forme-là, on change l'issue de la réunion. Hein. Ils le font de façon consciente, de toute façon. Y a-t-il d'autres questions? Il y a une remarque. Moi j'en ai une. Vas-y. Tu parles des réunions de décision, là en fait, beaucoup, j'ai l'impression. Oui. Il y a des choix à faire. Oui. Il n'y a pas que ces types de réunions-là, il y a des réunions d'information. Oui, je te remercie, j'ai oublié en introduction. Parfait. Je savais bien que ça passerait pas à côté. Effectivement, je distingue de la réunion, échange, information, faire avancer un projet, un point d'avancement, de la formation ou de la présentation. Où là, très clairement, on bascule en mode présentation-formation, une personne, 20 personnes, un auditoire, ce soir, voilà. Et là, du coup, on change. On change complètement les règles. On peut établir un bon ordre du jour, on peut faire une feuille de présence si on veut, on peut mettre du formalisme. Voilà, parce qu'on n'est plus dans le but d'échanger des réunions. Donc il faut, quand on lance la réunion, comprendre quel est le but. C'est très 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 important. On se demande parfois si le but de la réunion est toujours bien identifié. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Oui. Dixit, alors c'était une rétrospective. Alors, l'agilité nous dit qu'à intervalles réguliers, on doit modifier et adapter son comportement pour s'améliorer. Ce qui est très très particulier quand on est dans le respect de la tradition et on a toujours fait comme ça, donc on fera toujours comme ça. On a toujours fait un cahier des charges, il n'y a pas d'autre manière de faire, donc on fera toujours un cahier des charges. Je rappelle que la réflexion, le terme réflexion, ça vient de la réflexion de la lumière, c'est-à-dire réfléchir, remettre en cause ce qu'on a toujours fait. Voilà. Donc dans l'agilité, c'est institué, c'est-à-dire que nous, en l'occurrence tous les mois, certains c'est tous les 15 jours, on se pose et on se dit, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer? Donc dans ce cadre-là, on peut, avant de dire on va s'améliorer, on essaye déjà de faire émerger les problèmes. Ça aussi, hein, culturellement, de dire 1, il y a des problèmes, 2, les problèmes ne sont pas un problème, puisque les problèmes sont une source d'amélioration, 3, on ne va pas chercher de coupable,
4, on a plutôt tendance à les souhaiter, les voir apparaître parce que c'est notre base d'amélioration. Culturellement, ça change. Et donc dans ce cadre-là, on peut utiliser des post-it, et nous on a utilisé Dixit pour que les gens puissent exprimer les problèmes qu'ils constataient, les faire émerger et les partager avec l'équipe. Et les autres membres de l'équipe ont essayé de deviner les problèmes qu'ils cherchaient à faire émerger. Donc au-delà de faire apparaître des problèmes, on se rend compte aussi de ce qui peut se trimballer dans le cerveau des gens de l'équipe, comment ils perçoivent les autres, et voilà, et tout les quiproquos qu'il peut y avoir et qui apparaissent vraiment. Bon, je le recommande pas avec des gens qui passent en mode agile. Parce que là encore, ça peut être violent, surtout qu'on est dans la sphère émotionnelle avec Dixit. Donc voilà, là, il y a une équipe, ça fait 5 ans qu'elle est là, on a fait dans la petite salle, on avait les coudes serrés. Donc, on a pu évoquer les choses assez librement. Mais avec d'autres équipes, je recommande de partir un petit peu moins violent, quoi. Faire une colonne, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avec une petite tresse, c'est déjà pas mal au début. Ouais, faut pas aller trop vite, hein. Ça marche pas quand on va trop vite. Ok, y avait-il d'autres choses? Oui, enfin, juste une remarque, ça me fait penser en fait à donc l'agile, à un cercle vertueux opposé au cercle vicieux finalement, parce que faire un compte rendu, faire attention à ce qu'on va dire, ça génère de la défiance justement. Oui, oui. Quand on se défend encore, bien sûr. Et là c'est complètement... Ah ben bien sûr, mais C'est l'agilité... presque du bon sens. Oui, non mais... On est avec du bon sens, c'est ça. Oui, oui. Alors, le bon sens en entreprise, quand il y a de l'argent et du pouvoir en jeu, Ça s'appelle pas comme ça. le bon sens, parfois, il est en 3e, 4e, 5e priorité. Je parle de Voilà. bon sens dans les relations avec les autres. Alors, Oui, mais les relations avec les autres, on s'en fout. On veut devenir le chef à la place du chef, on veut Non, mais gagner plus non. d'argent. Voilà, Non, mais- on s'en fout du bon sens. Le bien commun, si vous partez en réunion, nous, on a des interlocuteurs qui sont merveilleux. C'est les gens qui sont en production, qui sont sur leur poste de travail et qui n'ont qu'une seule envie, c'est que la boîte avance. C'est des gens qui font zéro politique. C'est des gens qui vont jamais aux réunions. Vous travaillez avec ces gens-là, mais c'est du pur bonheur. Ils vous disent voilà comment je fais et voilà ce qui pourrait m'améliorer ma vie et améliorer le fonctionnement de l'entreprise. C'est génial. On entend carrément plus ce qu'il dit. Non, mais c'est pas un problème. Non, mais si, c'est un problème. Mais c'est participatif. Et toi, Frédéric? Ils peuvent pas et, être tranquilles. et en fait, les gens qui ont l'habitude de faire des réunions et ce genre de choses, c'est des gens qui font de la politique. Mais le bien de l'entreprise, quand il faut filmer, il faut enregistrer, c'est à se bidonner, quoi. Le bien de l'entreprise, c'est après le bien voilà. Mais voilà. Donc le bon sens, Non, mais- moi je me fie peu au bon sens. Et en plus, L'agilité, c'est le bon sens, c'est ça. oui, oui, mais en plus, pour avoir mis en place de l'agilité, moi, mon bon sens à moi, il aurait rapidement été faussé. Parce que j'aurais pu tomber dans le piège des comptes rendus, j'aurais pu tomber dans le piège de la violence vis-à-vis des autres, dans le rapport de force et dans tout ça. C'est parce que j'avais un document qui s'appelait Manifeste Agile, et parce que j'avais souffert pendant 7 ans en tant que développeur dans des ambiances à la con, que ça m'a servi de guide. Et autrement, je me serais fourvoyé et trompé à plein de reprises. Donc le bon sens, quand on est sous la pression, quand on est agressé par les autres, etc., il y a un moment où le bon sens, il se fait la malle, quoi. Il faut un sacré sang-froid. Ouais, il faut avoir du sang-froid, ou alors il faut intellectuellement bien comprendre où on va et utiliser l'expérience de personnes qui ont réfléchi sur le sujet. Vraiment. Moi, je me méfie beaucoup du bon sens. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que tu penses des différents contextes là, institutionnels, collectivités territoriales, entreprises privées, les choses se gèrent pas de la même façon? Ah, je pense qu'on a des êtres humains qui ont besoin de reconnaissance, de pouvoir et de ne pas être fautif et de culpabiliser l'autre. Voilà, on a la même culture judéo-chrétienne, le bien, le mal, le paradis, l'enfer. L'erreur, c'est une faute, donc on est coupable, donc on est faible, donc on a une mauvaise note, quoi. Ça remonte très loin. Le contexte culturel est exactement le même. Allez dire à des personnes, vous vous trompez, c'est pas un problème. Vous pouvez le dire dans n'importe quel cas, vous passez toujours pour un huluberlu, hein. Toujours. Le contexte pour moi est toujours le même. Oui. Juste un petit commentaire souvent là-dessus. On nous apprend, en fait, qu'on va nous contrôler. Depuis l'école, en fait. Ah oui. Avec les notes, depuis l'école, on nous apprend qu'on va nous contrôler. Et en fait, c'est complètement contre nature parce que ça veut dire qu'en gros, on n'est pas responsable de son travail, puisque
puisque de toute façon, il y a quelqu'un qui va contrôler. Oui. Et là où c'est très intéressant, c'est que l'agilité dit non, non, c'est toi qui vas contrôler. Oui, et puis on autorise le droit à l'erreur. Tout à fait. C'est Winston Churchill qui disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette voie complètement binaire, j'ai pas l'image, je l'avais tweeté, vous avez ce que pense la majorité des personnes, il y a une voie c'est bien, l'autre voie c'est mal. Réussite, échec, voilà, mauvais élève, bon élève, terroriste, GIs, pardon, je me gare. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui disent vous avez un échec, un échec, un échec, un échec, un échec, un échec, le succès. Et c'est ça. J'ai pas l'occasion d'animer un Marshall Challenge, je l'anime demain matin auprès des étudiants. Je leur montre comment en 18 minutes on peut faire des erreurs et comment est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs en 18 minutes. Oui. C'est un travail très classique en sport et en musique, ça. Oui. C'est-à-dire l'erreur fait progresser. L'erreur fait progresser. Si on ne fait pas d'erreur, on ne progresse pas. Eh oui. Et c'est très, très marqué dans les pays nordiques, dans le système scolaire. Oui. Et aux clés, par exemple, à Aéroville, Et où on revient à la même élèves chose. évaluent eux-mêmes leur boulot Oui. et en discutent avec leurs profs. Bien sûr. Bien sûr. C'est très culturel. Oui, c'est très très culturel. On s'éloigne un peu des réunions, je vais sortir les boîtes à meux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Je te laisse la parole parce qu'autrement on n'est pas sorti de l'auberge. Merci. Merci à toi. Oui, une bonne petite intervention, ma foi. Je vous propose un petit entracte pendant qu'on change de décor.